Bonjour à tous, bienvenue dans ces séances de révision de mécanique des fluides, séance qu'on va attaquer par l'étude de l'écoulement autour d'un obstacle dans l'approximation d'écoulement parfait de fluide. Alors, donc on va s'intéresser à un obstacle qui va être un cylindre, et cet obstacle, on va venir le placer dans un écoulement stationnaire, tel que, à l'infini, cet écoulement sera uniforme. Ce que je représente ici par cette flèche. Voilà, l'écoulement est dirigé suivant X. Alors le but de l'opération pour nous, ça va être de déterminer toutes les propriétés de l'écoulement, à savoir champ de pression, champ de vitesse, etc. Tout ça dans le but de découvrir quelle est la force exercée par le fluide sur l'obstacle. Force F. Voilà, donc ça c'est le but de la manœuvre, le but de l'exercice. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que cette force, de façon très étrange, elle est nulle. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de D'Alembert, qui en réalité est un gros problème parce que ce paradoxe signe l'incapacité d'une modélisation de type écoulement parfait de fluide à capturer des phénomènes de la vie réelle. En effet, on sait qu'un obstacle placé dans un écoulement stationnaire, on peut penser, je ne sais pas, à une pile de pont dans un fleuve ou à une aile d'avion. Voilà, eh bien, un obstacle ressent de la part du fluide une force. Alors, il s'agit donc d'un problème qui, historiquement, a été mis en évidence par D'Alembert vers le milieu du XVIIIe siècle, et ce paradoxe sera levé définitivement uniquement avec la compréhension des effets subtils liés à la viscosité, en particulier couche limite, séparation de couche limite qu'on abordera au cours de ces séances. Voilà, mais je vais déjà trop loin. Et donc, ce qu'on va faire au cours de cette première séance, ça va être de mettre en évidence ce paradoxe de D'Alembert par l'analyse quantitative. Et donc, si je m'en tiens à l'énoncé, on va donc considérer l'écoulement parfait d'un fluide isovolume, voilà, stationnaire, ça c'est des mots importants, irrotationnel, d'un fluide de masse volumique ρ, autour d'un cylindre infiniment long à section circulaire de rayon R. On se place dans le référentiel du cylindre, qu'on va supposer galiléen. Alors, je vais le représenter ici par un repérage cartésien, avec des axes X et Y. Et comme on a une géométrie cylindrique, je vais en profiter pour introduire le rayon vecteur R, paramétré par l'angle θ que voici. Voilà. Alors, loin du cylindre, l'écoulement est homogène, de champ de vitesse U, on l'a déjà indiqué, et de pression homogène également P0. Le but de cet exercice est de déterminer la force exercée sur le cylindre. Alors on y va, et en préambule, on vous propose de montrer que l'écoulement est potentiel. Alors pour ça, on revient à l'énoncé, et on va s'intéresser à un mot important, qui est le caractère ici irrotationnel de l'écoulement. Irrotationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écoulement va être dépourvu de vorticité. Okay, donc si l'écoulement est irrotationnel, ça veut dire qu'il n'a pas de vorticité. Alors ça, pour le comprendre, eh bien, on peut s'en tenir à l'énoncé, mais on peut également le justifier sur des bases physiques. En effet, la vorticité dans un écoulement sans viscosité est sujette au théorème de Kelvin, c'est-à-dire qu'elle va être convectée. Si je prends n'importe quel contour matériel, eh bien, ce contour va conserver sa circulation. Ok, donc en pratique, la vorticité est convectée. Convectée d'où? Eh bien, de l'infini. Ça, c'est le théorème de Kelvin. Alors, à l'infini, que vaut la vorticité? Eh bien, cette vorticité, elle vaut 0 parce que l'écoulement est uniforme. Donc, puisqu'il vaut 0 à l'infini, puisque la vorticité vaut 0 à l'infini,
elle sera égale à 0 partout. Alors, à noter, en présence de viscosité, les choses changent un peu. On a l'introduction de nouveaux phénomènes. On peut penser notamment au phénomène de diffusion, hein. Donc, alors, si la vorticité est nulle, il n'y aura rien à diffuser, elle va rester nulle. Mais il faut noter qu'on va observer l'apparition d'un nouveau phénomène, à savoir que toute surface solide, comme le cylindre, du fait de la condition d'adhérence, va devenir une source de vorticité, un peu à la manière d'une plaque chaude qui deviendrait une source de température dans un problème de thermique. Ok, donc en présence de viscosité, eh bien, le cylindre deviendrait une source de vorticité. Alors, cette vorticité, elle viendrait se confiner dans ce qu'on appelle des couches limites, qu'on analysera en détail dans la suite. Ok, mais ici, pas de viscosité, pas de problème, en tout cas jusque-là, et donc on poursuit. Alors, l'écoulement est irrotationnel, c'est-à-dire que mathématiquement, il sera tel que le rotationnel du champ de vitesse sera égal à 0. Alors, et ça va me permettre directement de dire que U, le champ de vitesse, dérive du potentiel des vitesses phi. Ça, c'est ce qui me permet de le dire. C'est la décomposition de Helmholtz d'un champ vectoriel. En effet, tout champ vectoriel suffisamment régulier, on va supposer que c'est le cas ici, peut être décomposé en deux parties. Une partie qui sera un rotationnel à divergence nulle, plus une autre partie sous forme de gradient de rotationnel nul. Ici, on recherche une solution de rotationnel nul. On peut donc écrire tout simplement que U est un gradient d'une fonction scalaire phi. Si U peut s'écrire sous cette forme-là, alors cela veut dire rigoureusement que l'écoulement est potentiel. Ok, alors l'écoulement est potentiel. On nous demande maintenant de vérifier que ce potentiel satisfait l'équation de Laplace. Alors pour ça, on revient une nouvelle fois à l'énoncé et on va revoir un autre mot important qui est le mot isovolume. On a ici affaire à un écoulement qui est isovolume, ce qui fait que dans ce cas-là, la conservation de la masse prend une expression très simple. Donc l'écoulement est isovolume. Donc la conservation de la masse ici va s'écrire tout simplement divergence de U est égale à 0. On vient de voir que U s'écrivait sous la forme du gradient de phi, c'est-à-dire que la conservation de la masse s'écrit ici divergence de gradient de phi est égale à 0. La divergence d'un gradient, ça n'est rien d'autre que le Laplacien. On peut donc écrire la conservation de la masse sous la forme Laplacien phi est égal à 0. Et on s'aperçoit que le potentiel des vitesses satisfait l'équation de Laplace, donc que le potentiel est harmonique. Alors voilà pour les aspects cinématiques liés à l'écoulement. On va maintenant s'attaquer à la dynamique, puisqu'on nous demande avec la troisième question d'écrire une relation entre la pression P, la vitesse U dans l'écoulement, et puis les paramètres de l'écoulement à l'infini, à savoir grand U et P0. Et on nous précise qu'on va négliger la gravité. Alors, on l'a déjà dit, on a ici affaire à un écoulement qui est dépourvu de viscosité. Et donc, on peut, sans viscosité, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Et on peut donc écrire une relation de conservation de l'énergie mécanique. En effet, pour un écoulement parfait
de fluide en régime stationnaire, ce qui est le cas ici, eh bien on peut écrire la conservation de l'énergie mécanique le long d'une ligne de courant, et en l'absence de force dérivant d'un potentiel, en l'absence de gravité, eh bien cette conservation de l'énergie mécanique, elle s'écrit tout simplement 1 demi de ρ U2, qui est une densité volumique d'énergie cinétique, plus la pression est égale à une constante le long d'une ligne de courant. Ça, c'est l'équation de Bernoulli en régime stationnaire. Alors, on notera au passage que la pression, qui est une force par unité de surface, est bien également la dimension d'une énergie par unité de volume. Alors, donc on peut se contenter de cette expression-là, mais en fait, en réalité, ici, on peut même aller plus loin, parce que comme l'écoulement est de plus irrotationnel, en réalité, cette expression-là sera valable non pas le long d'une ligne de courant, mais en réalité partout dans l'écoulement. Donc, je le précise, comme l'écoulement est de plus potentiel, eh bien, on va pouvoir écrire l'égalité suivante, 1 demi de ρ U2 plus la pression est une constante dans tout l'écoulement. Donc l'énoncé est très proche du précédent, mais il y a quand même une différence significative, parce que désormais, cette expression-là est valable partout. Alors, si elle est valable dans tout l'écoulement, elle est valable en particulier au loin, et au loin, on connaît déjà, par la construction du problème, la valeur de la pression et la valeur du champ de vitesse. Donc en particulier, on pourra écrire que 1 demi de ρ U2 plus P en n'importe quel point de l'écoulement est égal à 1 demi de ρ U2 plus P très loin de l'écoulement. Très loin de l'écoulement, très loin du cylindre, pardon. La valeur de la vitesse est grand U, voilà, et la valeur de la pression est P0. Si on peut donc relier la vitesse U, la pression P en n'importe quel point de l'écoulement en fonction de grand U et P0. Ça, c'est l'équation 3. Très bien. Alors, on va démarrer doucement et on suppose ici que le cylindre est absent pour démarrer. Et on demande de montrer qu'à une constante près, eh bien, le potentiel des vitesses est égal à U scalaire R, le rayon vecteur. Alors, U peut s'écrire comme le gradient de phi. Donc, on va commencer par écrire cette relation qu'on a écrite précédemment, à savoir gradient de phi est égal à grand U, qui est une constante partout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter cette équation scalairement suivant chacun des axes x, y, z. Soit, alors, dφ dx est égal à u, dφ dy est égal à 0, et puis dφ dz, alors je n'ai pas besoin de le mettre en dφ dz, parce que ici, non, 2D, c'est pas grave, je le mets quand même. Dφ dz est égal à 0. Alors je rappelle qu'on cherche ici phi, qui est un potentiel scalaire des vitesses. Et donc, ce que je peux extraire de la dernière équation, c'est que phi ne dépend pas de z. Ce que je peux extraire de la seconde, c'est que phi ne dépend pas de y. C'est-à-dire que si je recherche phi sous la forme ux plus une fonction de yz, par intégration directe de la première équation, je vais pouvoir déduire de la seconde équation que f en réalité n'est une fonction que de z, et de la dernière équation, je vais pouvoir déduire que f en réalité est une fonction de rien du tout, c'est une constante. Ce qui fait qu'au final, je peux donc écrire que phi est égal à ux
plus une constante. Ok, alors vous noterez au passage que phi, je peux encore le réécrire comme un produit scalaire entre u, d'accord, ça c'est u, et x, y, z, qui est le rayon vecteur, plus une constante, plus une constante. Voilà. Ça, c'est l'expression de phi, et c'est bien ce qu'on nous demandait de démontrer. Phi est égal à u scalaire r, et ça va être mon équation 4. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que on peut écrire le champ de vitesse u comme le gradient de phi, c'est-à-dire comme le gradient de ur. Et de façon générale, on pourra écrire que n'importe quel vecteur constant peut s'écrire comme le gradient de ce vecteur scalaire r. Alors je l'écris, ce sera plus clair. De façon générale, on pourra écrire que A, si A étant un vecteur constant, est égal à gradient de A scalaire R, si A est constant. Donc ça, ce que je vous propose, c'est de le montrer. Ça ne devrait pas poser de grandes difficultés. Très bien. Alors dans la deuxième partie de l'énoncé, on introduit maintenant le cylindre. Et on va essayer de voir ensemble quelle influence a ce cylindre sur l'écoulement. Donc pour cela, on va tout d'abord commencer par écrire les conditions limites de l'écoulement. Ces conditions limites, donc, comme leur nom l'indique, elles vont agir au niveau des frontières de l'écoulement. Il y a une frontière de l'écoulement qui est le cylindre. Donc au niveau du cylindre, on va écrire la condition d'imperméabilité. On est en écoulement parfait de fluide, il n'y a pas de condition d'adhérence. On écrit l'imperméabilité. L'imperméabilité consiste à écrire la continuité de la vitesse normale du fluide avec la vitesse normale du cylindre. Dans ce cas particulier, la vitesse normale du cylindre est égale à 0 parce que le cylindre est immobile, et c'est pas un cas général. D'accord? Donc ici, dans ce cas-là, la condition d'imperméabilité, c'est simplement que la vitesse normale du fluide est égale à 0. Et il y a une deuxième condition, qui est une condition de champ lointain. En effet, très très loin du cylindre, eh bien, on ne s'attend pas à ce que celui-ci influe sur l'écoulement, et on va donc demander à l'écoulement de euh, tendre vers le profil uniforme, à savoir que la vitesse de l'écoulement petit u va tendre vers grand U, la vitesse du profil uniforme. Alors, ayant déterminé les conditions limites, on va maintenant essayer de trouver la structure de l'écoulement. Dans la question 2, on vous propose une forme de potentiel, une forme candidate de potentiel. Alors si on la regarde, cette forme, on s'aperçoit qu'elle est constituée d'une part de l'écoulement uniforme qu'on a déjà étudié précédemment, et puis d'une correction, d'un terme correctif. Cette correction, on l'appelle une correction dipolaire, et elle peut peut-être vous sembler bizarre ou alambiquée, mais je voudrais vous convaincre, puisqu'on a un petit peu le temps ici, je voudrais vous convaincre que cette solution, en réalité, c'est la plus naturelle qui soit. Alors, pour vous convaincre de ça, je vais d'abord vous parler de solutions élémentaires à l'équation de Laplace, que sont les solutions multipolaires. Alors, les solutions multipolaires sont des solutions non triviales qu'on peut générer automatiquement à partir de solutions triviales à l'équation de Laplace. Donc, je vais m'expliquer dans un instant. Je vais déjà clarifier ce que j'entends par solution triviale. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'équation de Laplace en coordonnées cartésiennes. Donc, le Laplacien d'une fonction phi est égal à d2 phi dx2 plus d2 phi dy2. Voilà. Et rechercher une solution harmonique, c'est donc chercher une solution telle que le Laplacien de cette fonction soit nul. Très bien. Quand on regarde cette équation, on se rend compte qu'il y a des solutions évidentes. En particulier, toute solution linéaire en x ou en y est immédiatement solution de cette équation. Et c'est précisément le cas du potentiel qu'on a étudié précédemment. Donc, en particulier, si on prend phi égale ux, qui est égal à u scalaire r, eh bien, on obtient une solution qui ressemble à ceci, si je représente les équipotentiels. Donc, les équipotentiels sont des lignes verticales. Et donc,
le champ de vitesse, qui est le gradient de phi, va être orthogonal à ces lignes de niveau, et va donc correspondre ici à un écoulement uniforme. Alors voilà pour une solution triviale, mais voyez ce qui se passe si je réécris l'équation de Laplace en coordonnées cylindriques, ou plutôt polaires dans ce cas-là. On a maintenant Laplacien de phi qui est égal à 1 sur R ddr de R d phi dr plus 1 sur R2 d de phi sur dθ2. Alors il y a une solution évidente qui est une solution qui correspond à phi linéaire en θ. On y reviendra plus tard, on y aura affaire dans la partie suivante. Mais comment est-ce que je peux faire pour trouver une autre solution évidente à cette équation? Alors, remarquez que ce qui est entre parenthèses, si ce qui est entre parenthèses ne dépend pas de R, en l'occurrence si R d phi dr est indépendant de R, ou autrement dit, si d phi dr va comme 1 sur R, alors c'est gagné, j'ai une solution. D phi dr va comme 1 sur R, ça veut dire que phi est égal à log de R, une constante près, ce qui fait que cette fois-ci, j'ai une autre solution. Et si je m'amuse à représenter les équipotentiels et les courbes de niveau de phi, j'ai cette fois-ci un ensemble de cercles concentriques qui va correspondre à un écoulement, souvenez-vous, qui va être orthogonal à ces lignes de niveau, c'est-à-dire typiquement un écoulement purement radial correspondant soit à un puits, soit à une source. Cette solution-là, on l'appelle une solution monopolaire. Donc vous remarquerez au passage que, en fonction de comment j'écris mon équation de Laplace, si j'utilise des coordonnées cartésiennes ou des coordonnées polaires, eh bien, il y a des solutions évidentes différentes qui vont se présenter à moi. Évidemment, chacune de ces solutions satisfait l'équation de Laplace, qu'elle soit écrite en coordonnées cartésiennes ou coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'en particulier, log de R va bien sûr satisfaire l'équation d 2 phi dx2 plus d 2 phi dy2 égale 0. Alors au passage, on notera que phi égale ux représente bien l'écoulement uniforme, ça on l'a vu précédemment. Par contre, on ne voit pas trop ce qu'on peut faire avec la seconde solution dans le cadre de notre problème. En effet, on ne s'attend pas à ce que l'influence du cylindre sur l'écoulement soit de cette nature. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'on puisse représenter le cylindre par un puits ou par une source. Il faut donc aller plus loin. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir de ces solutions triviales, solutions élémentaires, on va pouvoir générer toute une séquence de solutions beaucoup plus complexes, moins évidentes, de façon très simple. Alors, ces nouvelles solutions, on va les appeler des multipôles. Et voilà. Alors, comment ça marche? Alors, imaginez que j'ai une solution phi qui soit déjà harmonique. Donc, on a déjà deux, hein, on a phi égale ux, phi égale log de r. La question qu'on va se poser, c'est si je dérive phi par rapport à x, par exemple, est-ce que j'obtiens toujours une solution à l'équation de Laplace ou pas? Alors pour s'en rendre compte, ce qu'on peut faire, c'est détailler l'expression de l'opérateur laplacien, c'est donc d2 dx2 plus d2 dy2, voilà, appliqué à d phi dx. Et en l'écrivant de cette façon-là, eh bien, on se rend compte que les opérateurs différentiels commutent, en effet, lorsque je différencie deux fois ou trois fois une fonction, peu importe l'ordre de dérivation, j'aurai le même résultat à la fin. Et on se rend donc compte de cette façon-là que d phi dx est bien une solution, tout comme peut l'être d2 phi dx2 ou d2 phi dx dy ou encore dn phi dxn. Voilà, donc on a ici une façon de générer toute une séquence de solutions qu'on va appeler les multipôles. Alors, très bien. Ce qu'on voit maintenant, c'est que si j'applique cette stratégie à phi égale ux, ben, je ne vais pas obtenir grand-chose parce qu'à la première différenciation, je vais obtenir au mieux une constante et ensuite je vais obtenir 0. Par contre, si j'applique cette stratégie à phi égale log de r, là je vais obtenir quelque chose d'intéressant. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec le dipôle. Alors, si je différencie log de r par rapport à x, voilà ce que je vais obtenir. J'ai donc dr dx sur r qui est égal à r scalaire ex sur r2. En effet, ici, j'utilise le fait que dr dx c'est x sur r, qui est égal à donc, r scalaire ex sur r2. De la même façon, je peux voir que le rayon vecteur dérivé par rapport à x, c'est rien d'autre que ex. Ça, vous pouvez vous en rendre compte très facilement en l'écrivant en coordonnées cartésiennes. Et j'aurai bien sûr le même résultat si je différencie suivant y. Alors, j'ai donc une nouvelle solution à l'équation de Laplace que je vais maintenant représenter.
Ce que je représente ici, ce sont les équipotentiels. Et ce qu'on voit, c'est que on a perdu le caractère isotrope de la solution, et cette fois-ci, on a quelque chose de beaucoup plus complexe sous la forme de deux lobes. Et c'est pour ça qu'on appelle cette solution un dipôle. Alors souvenez-vous, le champ de vitesse correspondant à ce potentiel va être un champ vectoriel qui va être normal à ces équipotentiels, à ces isolignes de niveau, et donc qui va prendre la forme d'une sorte d'écoulement de contournement. Et finalement, c'est sans doute une très bonne idée, si on veut représenter l'influence du cylindre sur l'écoulement, que de considérer une correction dipolaire comme ce qu'on est en train de faire ici. C'est donc ce qu'on va faire par la suite, mais juste par souci d'exhaustivité, je vais aller un peu plus loin et vous montrer comment est-ce qu'on obtient les autres solutions à l'équation de Laplace en générant un quadrupôle. Alors, je peux réécrire de la même façon la dérivée seconde cette fois-ci de log de R par rapport à x et par exemple par rapport à y. Donc on y va. Je vais obtenir donc la dérivée du rayon vecteur par rapport à y scalaire ex sur R2. Ça c'est nul, parce que dr dy est égal à ey, moins 2 r scalaire ex sur r cube fois dr dy. Et ça me donne moins 2 r scalaire ex, r scalaire ey sur R4. Si je représente les équipotentiels, je vais avoir cette fois-ci une solution encore plus complexe avec 4 lobes, comme ceci, qu'on appelle un quadrupôle. Voilà, donc vous avez compris l'idée, je peux donc générer toute une séquence de multipôles de cette façon. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir à cette solution dipolaire. Vous avez vu qu'elle s'écrit ici R scalaire EX sur R2. Et c'est bien la solution qu'on vous propose d'étudier dans l'énoncé. Donc vous avez maintenant compris d'où ça vient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si cette solution fonctionne maintenant. Ok, donc après cette petite digression, eh ben, on va reprendre le fil de l'énoncé, donc on y revient. Et donc on nous a proposé une forme d'écoulement potentiel candidate. Et ce qu'on nous demande, c'est de vérifier d'une part que ce potentiel est harmonique, et d'autre part, il satisfait bien les conditions limites du problème. Et ensuite, on nous demande d'en déduire l'expression du champ de vitesse sous la forme grand U plus une correction. Ok, alors on y va. On va commencer par l'harmonicité de phi. Donc phi, le phi qu'on nous propose se met sous la forme U scalaire R plus AEX scalaire R sur R2. Et à la lumière de ce qu'on vient de voir, on voit que cette expression, on peut la réécrire comme UX plus ddx de A log de R, c'est-à-dire la somme de deux solutions harmoniques. Par linéarité de l'opérateur laplacien, la somme est donc bien harmonique. On a bien ici un potentiel des vitesses qui correspond à un écoulement incompressible. Ok. Maintenant, on va en déduire le champ de vitesse résultant, c'est donc gradient de phi, c'est-à-dire grand U, plus, alors souvenez-vous, le gradient d'un vecteur constant scalaire R, c'est ce vecteur constant, donc ça nous fait AEX sur R2, moins 2 AEX scalaire R sur R cube, fois le gradient de R, qui n'est rien d'autre que ER, et je précise ici que U est bien un vecteur porté par EX. Voilà donc l'expression du champ de vitesse, où on a une inconnue A qui persiste. Alors, à ce stade, rien ne nous permet de la déterminer. On va voir ce qu'il en est des conditions limites du problème, à commencer par la condition de champ lointain. Alors pour ça, souvenez-vous du comportement de chacune des expressions. On a une partie qui a un écoulement uniforme qui est constant, et puis on a une correction dipolaire. Alors je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur précédemment. Cette correction dipolaire, elle est bien en 1 sur R, et c'est l'écoulement qui en résulte qui est en 1 sur R2. Le gradient de 1 sur R va comme 1 sur R2. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on a bien une correction qui décroît algébriquement vers 0 lorsque le rayon est très grand. Donc, ce qui fait que l'écoulement décrit par ce potentiel satisfait bien la condition de champ lointain. On récupère le profil uniforme si on est très loin du cylindre. Deuxième condition limite, l'imperméabilité du cylindre. Alors, on va prendre l'expression du champ de vitesse qu'on vient de déterminer, scalaire la normale, au niveau du cylindre. Ça nous donne UEX scalaire ER plus AEX scalaire ER sur R2 moins 2 AEX scalaire R sur R2. On peut réarranger les termes et on obtient U moins A sur R2 facteur de EX scalaire ER.
Et ça doit être égal à 0 pour satisfaire la condition d'imperméabilité. Alors si on veut que cette condition soit satisfaite quelle que soit l'orientation de R, on n'a pas d'autre choix que de choisir A est égal à R de U. Donc la condition d'imperméabilité nous fixe la valeur de la constante A. On peut donc récapituler et réécrire phi comme U scalaire R plus R de U et XR sur R2, c'est-à-dire que le champ de vitesse s'écrit bien comme la composante uniforme, grand U, plus UR2X sur R2 moins 2 UR2EX scalaire ER sur R2, le tout porté par ER. C'est-à-dire qu'on peut réécrire le champ de vitesse U sous cette forme, et au final, on peut donc réexprimer le champ de vitesse total comme la somme du champ de vitesse uniforme, le profil uniforme, grand U, plus une correction dipolaire dont on a maintenant l'expression complète et qu'on va appeler petit v. Et on rappelle que le champ de vitesse uniforme est d'ordre 1 partout, et notamment loin du cylindre, et la correction dipolaire décroît doucement en 1 sur R2 si on se place loin du cylindre. Donc on a maintenant déterminé les différentes caractéristiques de l'écoulement, et en particulier le champ de vitesse. Et ce qu'on va faire maintenant avec la troisième question, c'est qu'on va attaquer eh bien, le vif du sujet. On va rejoindre ici l'objectif initial qui est de calculer la résultante des forces exercées par l'écoulement sur le cylindre. C'est ça qui nous intéresse et qu'on va appeler donc F'. Alors, cette résultante des forces, on peut bien sûr euh, l'estimer, la calculer par intégration directe des contraintes le long du cylindre. Donc on peut intégrer sigma ij ds le long du cylindre. Et dans un écoulement parfait fluide, ça va se ramener à moins pn ds. Donc ce qu'on peut faire, c'est, ayant la connaissance du champ de vitesse, on peut en déduire le champ de pression par l'équation de Bernoulli. Et on peut donc intégrer moins pnds sur le cylindre. Je vous invite à faire ce calcul pour, disons, comme solution alternative à cette question. Ici, on vous propose une autre voie qui est d'estimer cette force en faisant un bilan de quantité de mouvement. Pour un volume V qui est fixe dans le référentiel d'étude et qui va contenir le cylindre. Et on vous propose une expression qu'on vous demande de démontrer. Alors, pour démontrer cette expression, je vais commencer, à nouveau comme on a un petit peu le temps, par vous rappeler comment est-ce qu'on écrit le bilan d'une quantité volumique xi, donc une quantité vectorielle xi, dans un domaine fixe, qui est donc traversé par un fluide. Alors, donc je dessine ici le domaine matériel qui contient cette quantité vectorielle xi, qui peut évoluer au cours du temps. La question que je me pose, c'est comment va varier cette quantité vectorielle xi intégrée sur le volume au cours du temps. Donc ddt de xi intégré sur le volume, c'est donc la variation qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui va être responsable de cette variation? Ça va être d'une part être le bilan des entrées et sorties de xi. Alors, imaginons que xi soit convecté par un champ vectoriel z, qui peut être un champ de vitesse, mais pas nécessairement. Ici, c'est pour ça que je n'écris pas u. Euh, donc, si ce champ est convecté, on va pouvoir écrire les termes de bord, entrant et sortant, sous la forme d'un terme de flux, qui va être la somme sur la surface de xi z scalaire n ds. Ça, c'est un terme de flux. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut également avoir une production de ce champ vectoriel xi par une production, par exemple, volumique, q, distribuée sur tout le domaine, et j'ajoute donc ce terme de production q dv intégré sur tout le domaine. Alors, dans le cas de la quantité de mouvement, on voit à quoi correspond la variation de quantité de mouvement, on peut écrire le terme de flux. Par contre, quelle est la production de quantité de mouvement? À quoi est-ce que ça correspond? Alors, dans le cas où on a une source de matière au sein du domaine, avec une certaine injection de quantité de mouvement, eh bien, on va produire de la quantité de mouvement au sein du domaine, mais on a directement écarté l'idée ici qu'on ait des sources de matière dans le domaine, donc on ne va pas avoir affaire à ce type de production de quantité de mouvement. Par contre, ce qu'on sait en vertu de la seconde loi de Newton, c'est que l'action de force peut influer sur la quantité de mouvement. Donc on peut produire de la quantité de mouvement par le biais de force.
Ces forces, elles peuvent être de différentes natures. On peut avoir des forces extérieures. Ici, donc, en écoulement parfait de fluide, ces forces s'écrivent donc moins PNDS intégrées sur la frontière du domaine. On peut avoir des forces volumiques, bien sûr, même si ce n'est pas le cas en l'occurrence ici. Et puis, on peut imaginer des forces ponctuelles ou des forces exercées par des objets sur l'écoulement. C'est bien sûr ce qui va se passer chez nous. Donc au final, si je résume, la variation de quantité de mouvement pour un domaine donné va s'écrire comme la variation de ρu, donc ici xi est égal à ρu, qui va être donnée par un terme de flux, moins ρu u scalaire nds sur la frontière, plus les termes de production, donc force extérieure, moins pnds intégré sur la frontière, plus F, la force exercée par le cylindre sur le fluide. On fait bien un bilan de quantité de mouvement sur un domaine fluide. Alors, cette force exercée par le cylindre sur le fluide, F, c'est donc moins F', la force exercée par le fluide sur le cylindre. Et dans l'énoncé, on parle également de force exercée par l'opérateur sur le cylindre. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose de faire un petit schéma où je représente ici le cylindre. Le cylindre ressent une force de la part de l'écoulement, donc c'est la force exercée par le fluide sur le cylindre, F', c'est celle qu'on cherche. Et puisque le cylindre est immobile, ça veut dire qu'il ressent de la part de l'opérateur, quel qu'il soit, une force égale et opposée, euh, F, que j'appelle F, qui est la force exercée par l'opérateur sur le cylindre. Puisque le cylindre est à l'équilibre au repos, on a donc F égale à moins F', c'est-à-dire que en réalité, la force exercée par le cylindre sur le fluide est égale à la force exercée par l'opérateur sur le cylindre. Donc il n'y a aucun souci, il suffit juste de décrire tranquillement les choses et il n'y a pas de problème. Alors la beauté de cette analyse sous forme de bilan de quantité de mouvement, c'est lorsque l'écoulement est stationnaire, comme c'est le cas ici, eh bien la dérivée temporelle va disparaître, ce qui fait qu'on va pouvoir exprimer la force uniquement en fonction de termes de bord, d'intégrales de frontières. Ce qui fait qu'on va directement pouvoir exprimer la force exercée par le fluide sur le cylindre, voilà, F', comme moins ρu u scalaire nds moins pnds. Alors, cette force, c'est donc une quantité vectorielle. Traditionnellement, on va faire référence à sa composante scalaire suivant Ex comme étant égale à la traînée, et la composante suivant Ey va s'appeler la portance. Voilà. Alors, dans la dernière question de cette partie, on va conduire le calcul pour estimer maintenant chacun de ces termes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une surface d'intégration sous forme d'un cercle qui va encercler le cylindre et dont on va faire tendre le rayon vers l'infini. Et on va examiner chacune des intégrantes qui apparaît. Donc, il y en a une première qui est ρu u scalaire ds et une seconde qui est pnds. Alors, je commence par écrire ρu u scalaire n. Et ce qu'on avait vu précédemment, c'est que le champ de vitesse se décompose en une partie uniforme, grand U, et une partie dipolaire, petit v. Ce qui fait que je peux écrire ce terme de cette façon-là. Et comme on l'avait vu, la composante uniforme est bien sûr O de 1 partout, alors que la composante dipolaire décroît en 1 sur R2. Ce qui fait que si je me place très très loin, eh bien la seule contribution non négligeable sera ρu facteur de U scalaire n, plus une correction qui est en 1 sur R2. La pression, quant à elle, petit p, va être déterminée par l'équation de Bernoulli, qui va s'écrire ici, P plus 1,5 de ρu2 est égal à P plus 1,5 de ρu2 au loin, c'est-à-dire P0 plus 1,5 de ρu grand U carré. Alors ici, le terme petit u carré, on va pouvoir le réexprimer comme U plus V scalaire U plus V, avec à nouveau ces dépendances par rapport à R qu'on avait indiqué précédemment. Ce qui fait qu'au final, on va pouvoir réécrire la pression comme P0, la pression à l'infini, plus 1,5 de ρu carré, moins 1,5 de ρu carré, plus une correction en 1 sur R2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va également noter que l'élément d'intégration, donc ce qu'on a dans le ds, est un grand taux de R. En effet, cet élément d'intégration, surface X, c'est R dθ par unité de longueur perpendiculaire au tableau.
Au final, on va pouvoir écrire donc dans la limite où R est très grand, et donc dans la limite où on peut se permettre de négliger toutes ces contributions qui décroissent algébriquement, on peut donc écrire que F', la force exercée sur le cylindre par l'écoulement, est donc moins ρ u carré EX, facteur de EX scalaire ER fois R dθ, moins P0 ER R dθ. Alors, si vous avez l'œil, vous pouvez voir que par symétrie, chacun de ces deux termes est nul. En effet, EX scalaire ER, si je l'intègre sur un cercle, ça va me faire 0 vectoriellement. Et ER, si je l'intègre sur un cercle, ça va me faire 0 également. Si vous ne le voyez pas de souci, vous pouvez projeter ces termes en coordonnées cartésiennes, par exemple. EX scalaire ER, ça va vous faire cosinus θ. Et vous pouvez projeter ER sur EX et EY, et vous allez voir par l'intégration que ces deux termes sont nuls. Donc le résultat qui est très étonnant, c'est qu'au final, la force exercée par l'écoulement sur le cylindre est nulle selon ces deux composantes. Ce qui donc est contraire et à l'intuition et à l'expérience. C'est ce qui s'appelle le paradoxe de d'Alembert. Au passage, je voudrais vous signaler que ce résultat qu'on a obtenu pour un cylindre, il est vrai quelle que soit la forme de l'objet. En effet, si je considère des objets un peu plus complexes, elliptiques, à plusieurs lobes ou patatoïdes, eh bien, ces écarts à la circularité vont induire des corrections à l'écoulement qui vont être à nouveau multipolaires, mais multipolaires d'ordre élevé, quadrupolaires, octupolaires, etc. Et comme vous pouvez le voir dans l'analyse précédente, ces contributions, elles vont décroître encore plus rapidement que la contribution dipolaire. Ce qui fait que si j'avais voulu faire le calcul de la force en faisant sigma ij nj intégré sur le cylindre, ça aurait été très compliqué. Mais grâce à cette astuce de bilan de quantité de mouvement et d'intégration sur un cercle qui est très très loin de l'objet, eh bien finalement l'analyse ne change pas et je peux ajouter autant de corrections multipolaires que je le souhaite et mon résultat ne changera pas. J'arrive toujours à ce paradoxe qui est que mon écoulement n'exerce aucune force sur le cylindre. Voilà, donc on a établi le paradoxe d'Alembert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter là, on va pousser encore un peu plus loin dans le cadre d'une troisième partie où on va mettre en rotation maintenant le cylindre. Donc c'est parti. On vous dit que le cylindre tourne maintenant à vitesse angulaire constante oméga. Alors je vais représenter le cylindre ici, qui tourne à vitesse angulaire constante. Et on suppose qu'il entraîne le fluide. Et on suppose qu'il entraîne le fluide. Je voudrais que vous réfléchissiez à cette phrase parce qu'elle veut rien dire. En tout cas, elle veut rien dire tant qu'on parle d'un fluide parfait. En effet, un fluide parfait viendrait déraper, viendrait glisser sur la paroi. Donc on ne peut pas entraîner un fluide parfait par rotation d'un cylindre comme ça. En fait, le seul moyen d'entraîner un fluide, donc déjà le fluide parfait n'existe pas, il s'agit plutôt d'une modélisation, hein, on parle plutôt d'écoulement parfait de fluide. Alors, ce que je veux bien préciser ici, c'est que je ne suis pas en train de démonter, de détruire toute l'analyse d'écoulement au fluide parfait. Je suis juste en train de préciser que cette analyse, elle a des bornes de validité dont on est en train de cerner les contours ici dans cette analyse. En fait, pour entraîner du fluide, il faut diffuser de la quantité de mouvement. Donc, si le cylindre tourne, il va avoir une certaine quantité de mouvement, un certain moment cinétique qui va pouvoir diffuser dans l'écoulement par diffusion visqueuse et créer ainsi des couches limites et de la vorticité. Ce qu'on veut faire ici, c'est se placer en réalité suffisamment loin du cylindre pour qu'une modélisation de type écoulement parfait de fluide soit correcte. Voilà, donc ceci étant dit, ce qu'on va supposer, c'est que l'action de ce cylindre et la mise en rotation du cylindre sur l'écoulement, elle peut s'écrire sous la forme d'un terme gamma θ sur 2π dans le potentiel. Donc on a à nouveau notre écoulement uniforme, notre correction dipolaire, et cette composante d'écoulement tournant qui est en 1 sur R. Hein. Je voudrais remarquer elle est en 1 sur R, donc elle décroît beaucoup plus doucement que cette correction dipolaire. Ça va avoir une incidence assez directe sur la discussion qui va suivre. Dans la première question, on vous demande de montrer que l'écoulement tourbillonnaire, l'écoulement tournant, est isovolume. Alors on avait déjà vu dans la petite note sur les écoulements multipolaires qu'une solution triviale à l'équation de Laplace était linéaire en θ. On la retrouve ici, elle est donc harmonique. Bon, néanmoins, on nous demande de le montrer. Alors on avait déjà montré que l'écoulement uniforme était potentiel, que la correction dipolaire était potentielle.
Par linéarité du Laplacien, ici, il me suffit juste de calculer, si on me le demande, le Laplacien de gamma θ sur 2pi, et ce qui nous donne directement le bon résultat, à savoir que l'écoulement est isovolume. Cette composante additionnelle est bien un Laplacien nul. Si d'aventure je souhaite redémontrer l'intégralité du résultat, ben, je peux le faire soit en coordonnées cylindriques ou polaires. Donc pour ça, je vais écrire le potentiel sous la forme UR cosinus θ plus A cosinus θ sur R plus gamma sur 2pi θ. Ou je peux l'écrire également en coordonnées cartésiennes, ça marche aussi. C'est peut-être pas une si bonne idée, mais on peut le faire en écrivant sous la forme UX plus AX sur X2 plus Y2 plus gamma sur 2pi fois arc tangente de Y sur X. Et je vous rappelle que la dérivée de arc tangente de X est 1 sur 1 plus X2. L'écoulement est bien sûr toujours irrotationnel car il dérive d'un potentiel. Alors attention, un écoulement tournant n'est pas nécessairement irrotationnel. Pour qu'il soit rotationnel, il faut qu'il contienne de la vorticité. Ce n'est pas le cas ici. L'écoulement dérive toujours d'un potentiel. Il est donc irrotationnel. On peut avoir un écoulement tournant et irrotationnel. Très bien. Dans la suite, dans la deuxième question, on vous demande de montrer que cette composante tourbillonnaire de l'écoulement est orthoradiale ou azimutale, c'est pareil, c'est-à-dire portée suivant Eθ. Donc cette composante additionnelle d'écoulement tournant, on peut l'écrire comme le gradient de gamma sur 2pi fois θ, et c'est donc gamma sur 2πr fois Eθ. Ça, c'est ce qu'on va noter W, la composante azimutale de l'écoulement, la composante tourbillonnaire de l'écoulement. On peut donc dès lors calculer la circulation de l'écoulement, c'est ce qu'on nous demande de faire, l'idée étant de donner un sens physique à ce paramètre gamma qui apparaît dans la définition du potentiel. Donc on y va, on écrit la circulation sous la forme grand gamma de R, c'est la somme sur un contour fermé de U scalaire dl. Et si on prend le contour comme étant un cercle, eh bien cette circulation va s'écrire sous la forme U scalaire R dθ Eθ. Voilà. Alors, U Eθ, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement 1 sur R déphi dθ, et ça tombe bien parce qu'on vient d'écrire précédemment l'expression du potentiel en coordonnées polaires. Alors si on regarde l'expression de ce potentiel, on peut directement écrire 1 sur R déphi dθ, c'est moins U sinus θ, moins U grand R2 sinus θ sur R2, ici je me rappelle que A c'est grand UR2, plus gamma sur 2πr. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ce résultat pour toutes les valeurs de θ variant de 0 à 2π. Et par symétrie, ou plutôt par antisymétrie, on va voir que la circulation va se réduire simplement à gamma de R est égal à la somme de θ égale 0 à 2π de gamma sur 2πr fois R dθ. Et ça, c'est précisément égal à gamma, petit gamma. Donc petit gamma, ça correspond à la circulation finalement de l'écoulement tournant qu'on vient d'ajouter à cette solution. Alors, on poursuit et on va essayer de relier maintenant cette circulation à la rotation, à la vitesse angulaire du cylindre, oméga. Dans la troisième question, on vous dit en l'absence d'écoulement extérieur, donc on suppose qu'on n'a pas ici d'écoulement uniforme, on retire l'écoulement dipolaire pour clarifier tout ça. Et en l'absence d'écoulement extérieur, on va écrire la condition d'adhérence. Alors, je mets des gros guillemets là-dessus parce qu'il n'y a pas de condition d'adhérence. C'est à nouveau ici une modélisation de l'entraînement visqueux du cylindre. Bref, on va donc écrire ici que cette condition d'adhérence, entre guillemets, elle s'écrit comme la vitesse du fluide, c'est-à-dire U scalaire Eθ au niveau du bord du cylindre, est égale à la vitesse du cylindre, c'est-à-dire grand R oméga. C'est-à-dire que la vitesse azimutale au niveau du cylindre est égale à gamma sur 2pi grand R. Et pour que ce soit égal à grand R oméga, il faut que petit gamma soit égal à 2pi R2 oméga, où oméga est la vitesse angulaire du cylindre. Alors, maintenant, on se souvient qu'il y a cet écoulement extérieur, on le rajoute, et on va vérifier que l'addition de cette composante tournante d'écoulement ne va pas casser l'imperméabilité. Donc on ajoute l'écoulement extérieur et on va calculer
la vitesse radiale de l'écoulement au niveau du cylindre, c'est déφi dr. Et donc si je prends l'expression du potentiel qu'on avait écrite précédemment, on voit que déφi dr, c'est U cosinus θ moins U grand R2 cosinus θ sur petit r2. De nouveau, je me souviens que A est égal à UR2. Au niveau du cylindre, en petit r égale grand R, eh bien vous remarquez que ces deux termes s'annulent 2 à 2 et que j'ai bien UR est égal à 0. L'imperméabilité est donc respectée, il n'y a pas de souci. Par contre, si je prends la composante azimutale de vitesse, alors là, tout se casse la figure parce que, en effet, je vais avoir d'un côté Uθ qui va être égal à grand R oméga, ça c'est la composante azimutale due à l'écoulement tournant. Mais ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'au niveau du cylindre, la composante azimutale de vitesse due à l'écoulement uniforme et à la composante dipolaire s'écrit moins 2U sinus θ. Donc là, il n'y a pas d'adhérence, il n'y a plus d'adhérence, enfin il n'y a jamais eu d'adhérence finalement. Et c'est ce que révèle cette équation. On ne peut pas écrire de conditions d'adhérence en écoulement parfait de fluide. Pour ça, il va nous falloir ajouter la viscosité, il va nous falloir introduire le concept de couche limite qu'on va voir et revoir dans la suite de ces séances. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir quelle va être l'influence de cette composante de rotation sur la force ressentie au niveau du cylindre. Donc la force exercée par l'écoulement sur le cylindre F'. On l'avait écrite précédemment, vous vous souvenez, avec un bilan de quantité de mouvement, on avait écrit que F' était égal à moins ρ u scalaire n ds intégré sur un contour qui était très loin du cylindre, moins p n ds intégré sur ce même contour. Donc on reprend maintenant l'analyse de la question 2.4 en ajoutant cette composante tourbillonnaire. Et on va voir ce que deviennent chacune des intégrandes. Donc on a une première intégrande qui est ρ u scalaire n, voilà, donc qu'on peut détailler. Si on écrit que U s'écrit sous la forme d'une somme d'une composante uniforme, de la composante dipolaire et de la nouvelle composante tourbillonnaire, on peut l'écrire comme ceci. Et alors là, ce qu'on va voir, on va essayer de se souvenir que la composante uniforme est d'ordre 1, la composante dipolaire décroît en 1 sur R2, mais la composante tourbillonnaire décroît en 1 sur R. Hein, c'est gamma sur 2 pi R. Alors souvenez-vous, la, la mesure de l'intégration, l'élément d'intégration, ds, est un grand taux de R, c'est R dθ. Ce qui fait que lorsque je vais multiplier R dθ par une composante dipolaire qui est en 1 sur R2, tout va bien. Lorsque je vais me placer à l'infini, tout ça va bien valoir 0. Par contre, si je multiplie cette composante, cet élément d'intégration R dθ par une composante d'écoulement qui va en 1 sur R, eh bien, si je me place à l'infini, ça va pas faire 0. Je vais avoir un terme qui va persister et que je ne peux pas négliger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant regarder comment se comporte chacun de ces termes en préservant les termes d'ordre 1 et les termes qui vont en 1 sur R. On y va. Ça me donne ρ u scalaire n est égal à ρ grand U fois grand U scalaire n plus ρ w fois grand U scalaire n plus ρ grand U fois W scalaire n, plus des termes qui vont en 1 sur R2. Je procède de même pour la pression, donc en utilisant l'équation de Bernoulli, j'ai P qui est égal à P0 plus 1,5 de ρ grand U2, 2, moins 1,5 de ρ petit u carré, que j'écris sous cette forme-là. C'est-à-dire que si je conserve uniquement les termes qui sont soit d'ordre 1, soit d'ordre 1 sur R, il vient P0 moins 1,5 de ρ grand U scalaire W, moins 1,5 de ρ W scalaire grand U. Par commutation du produit scalaire, je peux donc écrire tout ça sous la forme moins ρ grand U scalaire W. Et j'ai à nouveau des termes qui décroissent en 1 sur R2 dont je ne vais pas me préoccuper parce qu'ils ne contribueront pas au résultat de mon intégration. Au final, je vais pouvoir écrire pour un cercle suffisamment grand que f' est égal à la somme de moins ρ grand U carré EX fois EX scalaire ER fois R dθ, ça c'est le terme qu'on avait précédemment. Un nouveau terme ici qui est la moins ρ W fois U scalaire N ds, toujours intégré sur notre contour,
moins la somme de ρ grand U fois W scalaire N ds, toujours intégré sur notre contour, moins, cette fois-ci les termes de pression, moins P0N ds, ça c'est le terme qu'on avait précédemment, et enfin le dernier terme qui provient de la pression, c'est plus ρ U scalaire W N ds. Alors, je peux directement éliminer les termes que j'avais précédemment dans l'étude du paradoxe de D'Alembert sans composante tournante. Voilà. Et je peux remarquer que la composante tourbillonnaire est purement azimutale, elle est portée suivant Eθ, et la normale à mon contour d'intégration est suivant ER, c'est même exactement ER. Et comme Eθ est orthogonal à ER, je peux également supprimer cette composante. Au final, je vais pouvoir écrire que F', la force ressentie par le cylindre, c'est moins ρ fois une somme de W fois U scalaire N, moins N fois U scalaire W ds. C'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Dans une dernière partie, on vous propose dans la sixième question, on vous propose de simplifier cette expression en utilisant une identité vectorielle qu'on vous donne, afin d'en déduire que f' prend une forme très simple qui fait intervenir la circulation. Alors on y va, on utilise l'identité A vectoriel B vectoriel C, qui est égal à B fois A scalaire C moins C fois A scalaire B. À nouveau, comme on a un peu le temps ici, je vais prendre le temps de vous remontrer d'où ça vient, ça fait pas de mal. Donc un petit rappel de notation indicielle, je vais vous montrer comment on peut typiquement remontrer ce genre de formule. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer la ième composante de A vectoriel B vectoriel C. En utilisant la notation indicielle, je peux l'écrire comme epsilon ijk fois aj fois la kème composante de B vectoriel C. La kème composante de B vectoriel C, c'est epsilon klm bl cm. Ce qui fait qu'au final, si j'écris tout ça, la ième composante de A vectoriel B vectoriel C, c'est epsilon ijk, epsilon klm, aj, bl, cm. Alors qu'est-ce que c'est que ce epsilon ijk, epsilon klm? Ça semble compliqué. Bah, déjà, on peut le réécrire simplement sous la forme epsilon kij, epsilon klm, par permutation circulaire. Et donc on a ici une sommation sur les indices répétés, parce qu'on a le k qui apparaît deux fois. Et finalement, à i, j, l, m fixés, si on parcourt tous les cas, seul un cas, au mieux, donnera une contribution non nulle. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est le cas où à la fois epsilon, disons, c'est le cas où epsilon kij est égal à epsilon klm. Ça me donnera une contribution qui sera exactement égale à 1. Alors ça arrivera si j'ai i qui est égal à l et j qui est égal à m. Donc, ça me donnait un terme ici en delta il, delta jm. Et inversement, je vais avoir moins 1 dès lors que epsilon kij sera égal à moins epsilon klm. Ça arrivera dès lors que i sera égal à m et que j sera égal à l. Je peux donc écrire ce terme sous cette forme-là, et je m'assure juste que si i égale j égale l égale m, le résultat me fait bien 0, c'est bon. Alors, au final, la ième composante de A vectoriel B vectoriel C, c'est delta IL delta JM moins delta IM delta JL fois AJBL CM. Ce que je peux encore écrire comme AJCJBI moins AJBJCI. C'est-à-dire que si je le réécris sous forme vectorielle, j'ai A vectoriel B vectoriel C qui est égal à A scalaire C fois B moins A scalaire B fois C. C'est bien le résultat qu'on nous demande d'utiliser. Voilà, alors je finis cet aparté et je le mets dans un coin. Et donc je reprends le fil de notre calcul et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer que justement, le résultat qu'on vient d'obtenir est sous la forme B fois A scalaire C moins C fois A scalaire B. Si j'identifie W à B, U à A et N à C. Je vais donc pouvoir réécrire cette expression qui semblait un peu compliquée sous une forme beaucoup plus simple, sous la forme f' est égal à moins ρ fois une somme de u vectoriel w vectoriel n ds.
Ici, W vectoriel n, je peux le réécrire comme gamma sur 2 pi r fois E θ vectoriel ER, c'est-à-dire moins gamma sur 2 pi r fois EZ, le vecteur perpendiculaire au plan du tableau. Ainsi, U vectoriel W vectoriel n est égal à moins gamma grand U sur 2 pi r fois EX vectoriel EZ, c'est-à-dire gamma grand U sur 2 pi r fois EY. Finalement, F' est donc un vecteur qui est uniquement porté suivant EY, contient uniquement une composante de portance, c'est égal à moins ρ gamma U EY. La portance, il y a une portance qui est générée dès lors qu'il y a une composante de rotation, et cette portance, elle est donc dirigée suivant EY, et elle est d'autant plus forte, d'autant plus importante que la circulation de l'écoulement est importante, et elle est même linéaire avec la circulation. Je vous ferai remarquer au passage qu'il n'y a aucune traînée, il n'y a pas de composante suivant EX, et si je me souviens de l'expression de la circulation, et je peux réécrire la portance comme Fy qui est égal à moins 2 pi rho R2 fois oméga U. Voilà, ça conclut cette séance de révision. Et donc, ce qui apparaît ici, c'est un résultat qui est utilisé également en aérodynamique, c'est qu'on peut exprimer la portance en fonction de la circulation de l'écoulement autour de l'aile. Dans le cas d'un profil d'aile d'avion, ce qui va sélectionner la valeur de la circulation, ça va être la position de la séparatrice qu'on va positionner au niveau du bord de fuite, ce qu'on appelle la condition de Kuta. Mais en réalité, le processus physique qui est responsable de la sélection de la circulation, ça va être un processus de séparation de couches limites. Donc c'est bien un processus visqueux qui va permettre de sélectionner la bonne valeur de la circulation. Voilà, et donc on reviendra en détail dans toutes les séances ultérieures sur ces phénomènes de couches limites. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous proposer de faire une petite confrontation des résultats qu'on a obtenus avec le réel. Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est une petite expérience toute simple. Vous pouvez reproduire la configuration qui nous intéresse chez vous. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille que vous roulez sous forme d'un cylindre. Vous pouvez le faire tenir avec un petit bout de scotch. Et vous laissez tomber la feuille devant vous en lui imprimant un petit mouvement de rotation. Voilà. Et donc, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez voir l'effet de la portance? Est-ce que vous pouvez déceler l'influence de la portance sur la trajectoire du cylindre, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que la trajectoire est déviée dans le bon sens par rapport au résultat? On a vu ici que la portance est dirigée suivant moins EY. Voilà, je vous laisse faire cette petite expérience et je vous dis à très bientôt.